Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes dans l'actualité dans la mesure où vous êtes un observateur de la vie publique et économique. Pour être simple, vous publiez des rubriques dans un certain nombre de médias. Vous êtes, je crois, très suivi. Vous avez votre fan club, enfin de personnes qui en tout cas s'intéressent à votre opinion et à ce que vous dites. J'ai moi-même observé d'ailleurs que si on parle de la séquence François Hollande, vos rubriques étaient extrêmement attentives, mais néanmoins extrêmement respectueux, je dirais, dans les premiers temps. Visiblement, c'est mon interprétation, vous souhaitiez laisser le temps au nouvel exécutif de faire ses preuves, de dire sa vérité et d'exprimer ses lignes politiques. Et je vous sens depuis quelques mois, peut-être un peu plus, beaucoup plus critique sur l'exécutif actuel. Alors, ceci dit, c'est une petite introduction que je voulais faire, juste pour souligner le fait que l'impression que j'en ai, bien que je n'ai pas l'honneur de vous connaître intimement et qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger, si ce n'est à travers ces lectures que je fais de vos rubriques, c'est que vous m'avez donné l'impression d'être assez fortement objectif et que si la politique vous avait paru pour une grande part intéressante, allant dans le bon sens, etc., en fonction de vos propres convictions, vous auriez probablement maintenu cet œil certes critique, mais en même temps, si ce n'est bienveillant, en tout cas attentif. Alors que là, on sent bien depuis quelques mois, peut-être un peu plus, disais-je, de votre part, la tension montée, alors que quand on vous voit, vous paraissez quelqu'un et vous êtes certainement quelqu'un de très calme, mais on sent bien, à l'instar de beaucoup d'observateurs et de la population générale, que vous avez des préoccupations de plus en plus profondes sur l'avenir du développement économique de la France. Alors, justement, c'est le sujet. Hein. Vous êtes avocat de métier, mais en même temps un économiste averti. Quel regard vous portez sur les 2 ou 3 ans qu'il reste à cette séquence, à cette présidence du président François Hollande? Parce que c'est une question que beaucoup se posent, qu'ils soient de droite, de gauche, etc. Est-ce que dans le temps qui reste, vous avez le sentiment qu'il est encore possible, au-delà de l'inclinaison qui a été prise sur le plan de la parole, sur le plan de la ligne politique incarnée par Manuel Valls, est-ce que d'ici 2 ans, 2 ans et demi, pour dire ça d'un trait, vous pensez qu'on peut vraiment changer les choses et donner une nouvelle donne et mettre sur la table autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui? Alors je crois que pour parler de la France, il faut regarder un peu ce qui se passe en Europe et dans le monde. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on est dans un nouveau moment de la mondialisation, elle se poursuit, mais depuis finalement 2 décennies, on avait eu un nord déclinant et un sud triomphant. Aujourd'hui, on voit que ça n'est plus le cas et que la ligne de clivage, elle passe entre ceux qui sont capables de faire des réformes et ceux qui sont incapables d'en faire. Dans le Nord, les États-Unis sont arrivés à se réindustrialiser à partir des nouvelles technologies, à partir de la baisse du coût du travail et à partir évidemment de toute la partie énergie et de la diminution très forte du coût de l'énergie. Quand on regarde la Chine aujourd'hui, elle a des difficultés, elle est endettée, mais les Chinois réussissent à régulièrement modifier leur modèle économique, même si ça s'accompagne de plus en plus d'une politique très nationaliste, voire agressive à l'extérieur. Donc, c'est le premier élément très important. Dans les années qui viennent, on va avoir une grande différence entre ceux qui sont capables de suivre l'évolution permanente du capitalisme, mais aussi des chocs géopolitiques, et puis ceux qui n'y arriveront pas. Ensuite, le problème se pose pour l'Europe. C'est vrai que c'est un continent qui, lui, a subi deux crises successives. La grande crise de la mondialisation à partir de 2008, et puis le choc sur les dettes souveraines à partir de 2009-2010. C'est un continent donc qui est vieillissant, qui a maintenant très peu de croissance et qui est menacé par la déflation avec un niveau de dette qui reste élevé. En même temps, l'Europe a réussi à bouger de 2 manières. Le système de l'euro
avec les institutions, et deux grands effets, mais très importants. Premièrement, la Banque Centrale Européenne, qui a une politique beaucoup plus, grâce à Mario Draghi, une politique beaucoup plus énergique de lutte contre la déflation en faveur de la croissance et de l'emploi, avec la baisse de l'euro, avec la baisse des taux d'intérêt, avec les programmes de financement des banques. Et puis, il y a quand même un gouvernement économique européen, le traité fiscal, le début de l'union bancaire, il y a eu beaucoup de réformes, et surtout, beaucoup de pays se sont réformés. D'un côté, il y a l'Allemagne qui a une politique vraiment coopérative, elle accepte de l'inflation, des hausses de salaire pour faire une politique de reflation. Et puis des pays comme l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ont fait des réformes spectaculaires. Et c'est là qu'on en arrive à la France, si vous voulez, c'est que la France aujourd'hui est surnommée par la presse allemande Krankreich, la France malade, l'homme malade de l'Europe. Et malheureusement, c'est tout à fait vrai. Donc, pour revenir à votre interrogation, les problèmes de notre pays ne datent pas de 2012. Moi, j'ai écrit La France qui tombe en 2003, donc je serai le dernier à expliquer que François Hollande est l'unique responsable de la situation du pays. Mais c'est vrai qu'on a un effet d'accélération de la chute de la France qui est très spectaculaire. Autrement dit, on est en train de passer du déclin relatif au déclin absolu. Ça se voit comment ? Par le fait que la croissance est pratiquement nulle et va le rester, donc 0,3, ce qui correspond à peu près au gain de productivité. Il y a 500 000 chômeurs de plus depuis 2012 et on va encore en avoir 150 000 à 200 000 dans les 2 années qui viennent. La compétitivité continue à se dégrader parce que le taux de marge des entreprises reste très faible. Il est maintenant de 20% pour les PME, ce qui est un niveau historiquement bas. Le déficit commercial oscille entre 1,5 et 2% du PIB. Le déficit public, lui, remonte. Et la dette publique a passé aujourd'hui 2 000 milliards d'euros et va dépasser de 100% du PIB entre fin 2015 et début 2016. Et le niveau de vie baisse maintenant de 1% par an. Donc, on a vraiment maintenant la situation de blocage que je redoutais et qui est maintenant avérée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 5 ans décisifs maintenant. Soit on arrive à changer complètement le modèle économique et social français dans les 5 ans qui viennent, soit notre pays va partir à la dérive et emmènera dans cette dérive, avec tôt ou tard un choc sur la dette quand les taux d'intérêt vont monter, il entraînera malheureusement l'euro dans une nouvelle crise. Voilà pourquoi ce qui se passe chez nous est déterminant évidemment pour la France, mais aussi pour la zone euro. Oui, vous venez d'évoquer, alors j'ai deux idées, enfin deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, vous parliez de votre ouvrage de 2003, donc bien avant la séquence Hollande. Et on va venir à votre récent bouquin qui s'intitule Les lettres béninoises, mais je voudrais revenir à ce que vous disiez sur le taux d'intérêt. Effectivement, pour insister là-dessus, revenir sur le fait qu'effectivement, la dette astronomique de 1 000 milliards de la France était énorme. Cependant, elle a un coût étonnamment relativement réduit du fait des taux d'intérêt. Oui. Et vous avertissiez à l'instant sur le fait que le jour où malheureusement ce taux augmentera, ne fût-ce qu'un demi-point, d'1 point, voire plus, hein, on aura une situation littéralement catastrophique. C'est moi qui parle, mais quel est votre sentiment ? C'est vrai. Le miracle, mais qui est un miracle, qui a aussi des effets pervers, c'est que la France, dans l'état où elle est, aujourd'hui les taux d'intérêt sont à 1,30 voilà. pour les emprunts à 10 ans. C'est moins, y compris que les États-Unis ou que le Canada ou que d'autres grands pays développés. Mais la raison, ça ne s'explique pas du tout par la qualité de la signature française, mais par une situation de marché très bizarre, mais aussi très éphémère, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quantitative easing, la création de monnaie massive par les États-Unis, même si ça se restreint un peu aujourd'hui, par le Japon, et puis par la Banque centrale européenne. Donc ces liquidités sont émises de manière massive. Il y en a une partie qui arrive sur la zone euro, d'abord parce que l'euro était surévalué, et puis parce que il y a une mécanique d'arbitrage des risques. Ouais. Et comme les Allemands n'émettent plus de dettes, puisque le pays est maintenant à l'équilibre et se désendette, eh bien, ensuite, après l'Allemagne, en fait, on n'achète pas de l'euro, on achète de la dette d'un des pays. Et ensuite, c'est la France qui est le numéro 2. Là, pour le coup,
La France émet plus de 200 milliards d'euros de dettes par an, donc on peut en acheter tant qu'on en veut. Et il y a l'illusion, mais qui est une illusion fausse, que cette dette française est garantie par l'Allemagne à cause des mécanismes de l'euro et à cause du couple franco-allemand. Aujourd'hui, il faut malheureusement reconnaître que ce couple franco-allemand, il a tellement divergé que dans la réalité, il n'existe plus. Et si les Allemands refusent de créer des euro-obligations, c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas garantir la dette française de manière directe ou indirecte. Autrement dit, ces taux miraculeux sont le produit d'une situation sur laquelle nous n'avons aucune prise, qui nous est extérieure. Et quand ces facteurs changeront, et on va avoir une première zone de risque avec la sortie progressive justement de ces politiques très accommodantes par la Banque centrale américaine, la Fed, et de deux choses l'une. La Banque centrale européenne, elle, souhaite continuer à avoir une politique plus accommodante, mais on verra si le découplage s'opère ou non. Il va de soi que si la remontée des taux d'intérêt qu'on observe déjà aux États-Unis, si elle se transmet à l'Europe, eh bien elle se transmettra à la France. Un point de taux d'intérêt en plus, c'est 3 milliards d'euros de charges tout de suite et 12 à 13 sur ensuite plusieurs années. Sur la durée, oui. Comme toujours, les marchés surcorrigent, donc de même que les taux français aujourd'hui sont aberrants. C'est vrai qu'on court le risque de se retrouver dans une situation comparable à celle de l'Italie ou de l'Espagne à l'été 2011, quand les taux d'intérêt avaient beaucoup monté, et ce qui faisait que les pays étaient sur le point de ne plus pouvoir se financer. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, la corde de rappel des marchés financiers est désarmée. La corde de rappel de l'Union européenne, elle est aussi désarmée parce que la France pose aujourd'hui un dilemme terrible à ses partenaires, c'est-à-dire continuer à la laisser faire et c'est programmer un choc sur l'euro, ou intervenir très fortement pour l'obliger à faire des réformes, mais tout le monde en Europe a peur de faire le jeu de l'extrême droite et du Front National. Donc voilà pourquoi les Européens sont aujourd'hui également, et se taisent finalement par rapport à la débâcle française, et du coup, ce qu'on n'avait pas imaginé, mais qui est très inquiétant, c'est que ce qui risque de rattraper le président de la République et son gouvernement, c'est finalement la crise politique intérieure et les manifestations violentes qu'on voit monter de manière diverse mais importante, avec les bonnets rouges, avec un certain nombre d'évolutions dans des quartiers sensibles, avec des manifestations agricoles, avec également la montée de la violence à travers des faits divers tragiques, mais malheureusement emblématiques. Donc voilà le tableau aujourd'hui, et voilà pourquoi il faut absolument arriver à, dans ces 5 ans qui viennent maintenant, à faire bouger très vite notre pays. Le pacte de responsabilité est un bon premier pas, à condition qu'on fasse effectivement les réductions de défense qui pour l'instant ne sont pas faites, parce que les deux problèmes majeurs, c'est la réduction progressive du secteur privé, la disparition des entreprises et des emplois marchands, puisqu'aujourd'hui ça ne représente plus que, puisque la dépense publique est à 57,1, le secteur privé ne représente plus que un peu moins de 44% du PIB, ce qui est une aberration. Et pour faire ça, il faut par ailleurs traiter le problème du secteur public, reprendre le contrôle de la dépense et surtout faire des gains de productivité massifs, ce qui est possible, et dans l'État et dans les collectivités territoriales et dans la protection sociale. Donc d'autres pays l'ont fait, c'est parfaitement possible. Le paradoxe de la France, c'est que maintenant, les Français, tout le monde a bien compris ce problème majeur de déclin, on connaît les sources, on connaît même les remèdes, parce que quand on regarde le FMI, l'Union européenne, les sages allemands, la Cour des comptes, la Banque de France, tout le monde dit la même chose, mais on n'arrive pas à le faire. Et maintenant, il va vraiment falloir se mettre en position de le faire, sinon nous allons aller vers non seulement une crise économique et sociale très grave, mais une crise politique majeure, avec le risque de la violence, et bien sûr le risque qui est maintenant malheureusement un risque avéré, la montée de l'extrême droite et sa progression mécanique vers le pouvoir. Vous aviez tiré en 2003, vous vous rappeliez à l'instant donc votre ouvrage sur la France et l'avenir à court terme. Vous venez de publier des lettres béninoises qui se projettent dans un terme un peu plus long, puisqu'on est en 2040,
Et vous voyez, alors c'est pas apocalyptique, mais enfin presque, le directeur du FMI qui s'interroge sur le fait de poursuivre ou non l'aide internationale au bénéfice de la France. Bon, je pense que vous êtes un guetteur, et donc j'imagine que vous tiriez encore une fois une sonnette d'alarme, mais qu'est-ce qui vous nous direz après, vous répéterez, puisque vous venez de les indiquer, les remèdes auxquels vous croyez le plus, mais qu'est-ce qui vous inquiète? C'est finalement la situation dans laquelle on est. Si on continue comme ça, pour parler simplement, on va dans le mur. Si vous voulez, les Lettres béninoises, c'est un livre que vraiment... Il y a des livres qu'on doit et qu'on pense écrire et qu'on n'écrit pas, et puis il y a des livres qu'on ne doit jamais écrire et qu'on écrit. Celui-là fait partie de la deuxième catégorie. J'ai écrit des livres d'histoire, des biographies, des essais, mais je ne pensais jamais écrire un roman. Et là, en plus, c'est un roman épistolaire et un roman d'anticipation. Donc c'est vraiment à l'opposé de tout ce que je suis. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que, précisément, on voit cette accélération de la crise française et cette fiction, avec les doubles décalages dans le temps, puisque ça se passe en 2040, et dans l'espace, puisqu'il y a le jeu entre l'Afrique et la France, la montée de l'Afrique et la chute de la France, c'était l'idée de rendre sensible précisément ce qui nous attend si nous ne bougeons pas. Mais évidemment, le but, c'est de créer un électrochoc pour que la France fasse les réformes qui lui évitent de tomber et de ressembler à ce qui est décrit dans ce livre. Mais si elle ne les fait pas, ces réformes, mécaniquement, la France ressemblera à ce que je décris. D'ailleurs, beaucoup de choses que j'avais commencé à écrire, à commencer par la montée du Front National, enfin, beaucoup de choses sont déjà dans l'actualité ou dans un certain nombre de faits divers. Donc c'est un conte politique, et comme tout conte, il a une morale. Cette morale, c'est que l'avenir, en bien comme en mal, ne dépend que de nous. Donc, si la France continue à refuser de faire les réformes que chacun sait indispensables, mais que tout le monde décide de reporter ou de différer, nous allons à la catastrophe. C'est vrai d'ailleurs, mais c'est vrai aussi de l'Afrique. L'Afrique croît de 5,5% depuis 2000. Elle est normalement devant cette Trente Glorieuses, mais on voit bien que l'Afrique, elle aussi, a des difficultés très importantes. Il y a 3 chocs en ce moment. Le choc d'Ebola, donc un choc sanitaire majeur sur l'Afrique de l'Ouest, avec potentiellement 1,4 million de malades et 2 pays qui sont très, très durement touchés, le Sierra Leone et le Libéria, mais aussi d'autres potentiellement. Donc le choc sanitaire. Ensuite, le choc des États effondrés, on le voit avec la Centrafrique ou la Somalie. Et puis troisièmement, le choc du terrorisme, avec cette espèce d'arc qui va du Sénégal jusqu'au Proche-Orient, avec Boko Haram, qui veut créer un califat islamique, avec AQMI, avec les Chebabs en Somalie. Et tout ça communiquant, et puis évidemment maintenant les nouveaux ralliés à Daesh en Algérie. Donc l'Afrique a des difficultés, des défis majeurs à relever. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a cassé la trappe du sous-développement et de la pauvreté dans laquelle la France est aujourd'hui menacée de tomber, parce que la population croît maintenant en France plus vite que la croissance, qui explique la baisse de la richesse par habitant. En Afrique, fort heureusement, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une population qui croît moins vite que la croissance et que les gains de productivité. On a 6 des 10 premières croissances mondiales qui sont en Afrique. On a 2 pays, 2 moteurs qui sont le Nigeria, qui est maintenant la première puissance économique du continent, et l'Afrique du Sud. On a une classe moyenne de plus de 100 millions d'habitants. On a potentiellement 1 milliard d'habitants en plus d'ici à 2050, donc un réservoir de main-d'œuvre formidable. Les principales ressources en terres arables, des ressources en énergie, en matières premières, et surtout une classe moyenne qui émerge, une urbanisation qui se fait. Donc finalement, ce qui s'est passé dans l'Europe du 19e. Mais vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, tout dépend des hommes. C'est-à-dire que si les Africains ne maîtrisent pas les risques et ne parviennent pas à trouver des emplois et à alimenter cette mécanique du développement, à l'inverse, avec 1 milliard d'hommes en plus, on peut avoir des catastrophes. La France, elle a tous les moyens de se redévelopper, elle a des atouts majeurs. Comme je l'ai dit, d'autres pays développés ont fait ce chemin.
le Canada, la Suède dans les années 90, l'Allemagne au début des années 2000, plus récemment des pays comme l'Espagne, l'Irlande, les États-Unis. Donc on peut parfaitement le faire chez nous, mais il est très très urgent maintenant de s'y mettre. Alors justement, est-ce que vous pensez que l'exécutif actuel, François Hollande, Manuel Valls, sont des moyens politiques, la majorité, ou en tout cas les moyens politiques, de donner une inflexion aussi importante, si ce n'est radicale, en tout cas aussi significative, pour arriver à marquer le développement des 5 ou 10 années qui viennent? C'est la question qui se pose, parce que maintenant on a une vraie prise de conscience des problèmes sur la compétitivité des entreprises, sur la dépense publique, mais il y a un énorme décalage entre d'abord les mots et les actes, puisque d'abord sur les entreprises, l'argent du pacte n'arrive qu'au compte-gouttes. On parle de 40 milliards, mais en réalité, pour l'instant, c'est de l'ordre de 5 milliards qui ont été effectivement versés. Donc par rapport aux gigantesques prélèvements qui ont été faits, le déséquilibre reste extrêmement fort. Et sur la dépense publique, il faut être clair, pour l'instant, dans la réalité, il n'y a pas, non seulement il n'y a pas 1 euro de baisse, mais la dépense continue. On a augmenté les pensions, on augmente le nombre de fonctionnaires, on augmente toutes les allocations, on a augmenté l'allocation de rentrée scolaire, on augmente l'APA, on augmente le RSA, on a augmenté l'aide au logement pour les... Bref, la course, on a rétabli pour la moitié des Français la retraite à 60 ans, ce qui est une aberration. On a créé un compte pénibilité pour la retraite qui va coûter entre 2,5 milliards et 3,5 milliards par an. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que non seulement on ne fait pas d'économie, mais que la machine, on veut faire le tiers payant, généraliser donc la santé gratuite, ce qui est une aberration. Donc, la dépense continue en réalité à déferler. Donc, il y a ce premier problème. Ensuite, il y a le problème de la légitimité politique. C'est vrai qu'on a un président qui est un record d'impopularité, un Premier ministre qui a, lui, une vision assez claire, mais qui a une majorité relative et qui tient à moins de 30 voix à l'Assemblée. Maintenant, le Sénat est reparti dans l'opposition. Et d'une certaine manière, pour l'instant, on a également, ce qui est en fait une source de fragilité pour le système politique, mais aussi pour ceux qui gouvernent, on n'a toujours pas aujourd'hui d'opposition en France, au sens où on verra ce qui va se passer, mais pour l'instant, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de stratégie et il n'y a pas de projet. Donc dans ces conditions, on voit que mécaniquement, c'est vrai que ce sont les extrêmes qui en bénéficient, et dans une période de grande crise, de déflation, c'est malheureusement l'extrême droite qui bénéficie de cette situation. Ce qu'il faut faire, comme je le disais, c'est parfaitement connu. C'est-à-dire qu'il y a 5 pactes à passer. Un pacte productif pour rétablir la compétitivité et les comptes des entreprises. Ensuite, il y a un pacte social pour flexibilité du marché du travail, sortie des 35 heures, surtout d'ailleurs dans la fonction publique, où c'est le plus urgent pour avoir un choc de compétitivité dans le secteur public. Il faut 100 milliards de baisse de dépenses sur les 1200 milliards, mais ça c'est tout à fait possible. Ensuite, il faut un pacte citoyen pour réintégrer notamment les jeunes dans la communauté nationale, et un pacte européen avec l'Allemagne. Si on fait tout ça, l'Allemagne, pour le coup, peut bouger, c'est-à-dire peut accepter ce nouveau réglage de la politique européenne avec une politique monétaire, un vrai quantitative easing, donc un vrai assouplissement quantitatif avec du rachat de titres de dette publique par la BCE. Ensuite, une politique qui soit un étalement de l'ajustement budgétaire. Et en revanche, ça c'est possible si on fait vraiment de manière importante des réformes structurelles. C'est pour ça que la France doit faire évidemment ça pour se redresser et se sauver. C'est la première priorité. Mais c'est aussi, si la France fait ces réformes, la manière de débloquer la politique européenne et d'avoir une politique européenne qui soit plus favorable à la croissance et à l'emploi. C'est pour ça que nous avons vraiment aujourd'hui une responsabilité qui est extrêmement importante, non seulement vis-à-vis de notre pays, mais vis-à-vis de l'Europe. C'est quand même une période de très grande épreuve pour notre pays. C'est sans doute la situation la plus difficile depuis les années 30, parce que nous avons la crise économique, la crise sociale, la crise financière, et maintenant une vraie crise politique, une vraie crise identitaire, avec une menace, il faut être clair, d'arriver au pouvoir de l'extrême droite. Elle est tout à fait réelle. Donc dans ces périodes de grande crise, les citoyens ont le choix entre finalement
Le désespoir, ça consiste à aller se mettre dans les bras de l'extrême droite. Le deuxième choix, c'est l'exil. On part. C'est vrai que beaucoup de gens aisés de notre pays ont fait ce choix. On ne peut pas leur en faire le reproche, parce qu'après tout, pourquoi sacrifier sa famille alors que, par ailleurs, l'argent qui est prélevé sert aujourd'hui à rien, puisqu'on a quand même réussi à faire 70 milliards d'impôts nouveaux pour augmenter le déficit cette année, ce qui est une monstruosité. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas le droit d'abandonner son pays, y compris dans les moments difficiles. Donc si on refuse ces deux fuites, la fuite dans le désespoir et la fuite à l'étranger, eh bien, il reste le fait d'essayer chacun à notre place de nous battre à la fois pour faire vivre les entreprises, pour essayer d'aider les jeunes à s'insérer, de leur donner un avenir, et par le fait que, oui, les élites et notamment la classe politique a totalement failli, mais c'est donc aujourd'hui aux citoyens et aux Français de ne pas lâcher et d'essayer de se battre pour remettre notre pays sur pied et lui redonner un avenir, sachant qu'il a vraiment tous les atouts pour être un grand pays dans le XXIe siècle si nous nous bougeons. Nicolas Bavrez, merci beaucoup. Merci.